Avant de vous laisser la parole concernant le déroulement de cette soirée, juste rappeler que le temps de la conférence est d'1 heure, suivi d'un débat de 30 minutes. Pour le temps du débat, vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long de la conférence. Je précise que le chat n'est pas visible du public pour ne pas distraire la conférence. Mais Clara le suit et elle sélectionnera les questions les plus récurrentes pour les poser au moment du débat. Participent à cette soirée des personnes qui suivent la conférence de chez elles, mais également des personnes qui participent à une projection publique. Ainsi, 16 groupes sont organisés sur le département, dont 5 sont en direct ce soir pour intervenir avec une question. Il s'agit de Véretz, de Reignac-sur-Indre, d'Amboise, de Valère et de Jouer-les-Tours. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont investies pour organiser ces projections publiques, permettant à des parents de se retrouver pour partager cette conférence. Je vous souhaite maintenant une belle soirée et je laisse la parole à Isabelle Roskam et à Clara pour la suite de la soirée. Merci pour votre invitation. Je suis ravie de vous partager un contenu qui me tient à cœur et sur lequel on travaille depuis un certain nombre d'années et qui recouvre une réalité vraiment importante pour beaucoup de familles, je pense. Alors pour démarrer, je voudrais en fait vous présenter Marie. Marie qui est mère de 2 enfants, de respectivement 5 et 2 ans. Je voulais aussi vous présenter Thomas et Sophie, qui sont parents de 3 enfants, 2 aînés qui sont déjà adolescents et une petite dernière que vous voyez là, qui a 3 ans. Et puis je voudrais vous présenter Sam, qui est papa d'une fille unique de 7 ans. Alors Marie, Thomas, Sophie et Sam, ils sont tous différents. Leur existence n'a rien de comparable. Et pourtant, ils ont un point commun. Ce point commun, c'est que ces parents sont épuisés dans leur rôle parental. Ils ont 0 énergie quand il s'agit de s'occuper de leurs enfants. Ils disent qu'ils sont tellement épuisés qu'ils ont même le sentiment que dormir ne suffit plus pour récupérer. Et que rien qu'à l'idée d'affronter une journée à faire des activités, à prendre soin de leurs enfants, ils ressentent une grande fatigue, une fatigue qui se marque physiquement dans leur corps, mais aussi émotionnellement dans leur esprit et même dans leur cœur. Pour Marie, Thomas, Sophie et Sam, il ne s'agit pas seulement d'une fatigue passagère, comme ça arrive à tout le monde de penser « Tiens, ça me fait du bien que mes enfants soient couchés pour pouvoir souffler un peu ». Pour Marie, pour Thomas, pour Sophie et pour Sam, l'épuisement qu'ils ressentent s'accompagne aussi d'autres signes. Un autre signe, c'est la distanciation émotionnelle. Ils en sont arrivés en fait avec leurs enfants à faire juste ce qui est indispensable. Bien sûr, les nourrir, les conduire à l'école, mais pas plus. Ils n'éprouvent plus de plaisir à les écouter raconter leur journée, à jouer avec eux, à bavarder. Ils ne passent presque plus de temps de qualité avec leurs enfants. Et la parentalité n'est plus vécue que comme une contrainte. Elle n'est plus source d'épanouissement et certainement plus la source d'épanouissement dont tout le monde parlait pourtant au moment de la naissance de leurs enfants. Voici par exemple le témoignage de Marie qui dit « C'est la saturation, elles vont se chamailler, elles vont crier 500 000 fois « Maman, maman, maman j'ai faim, maman j'ai soif, je dois aller aux toilettes, je dois faire ci, je dois faire ça ». Ce ne sont que des gosses et leurs demandes sont légitimes. Mais ce mot « maman », je ne le supporte plus. La première fois que votre bébé vous dit « maman », c'est le plus beau jour de votre vie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un mot que je suis heureuse d'entendre. Maman, c'est devenu un mot de torture. Marie, Thomas, Sam et Sophie, ils ne se reconnaissent plus. Ils ont l'impression qu'il y a comme un contraste entre le parent qu'ils ont été, le parent qu'ils ont voulu être, et le parent qu'ils sont aujourd'hui. Et ils ont vraiment honte de ça. Alors ils n'osent en parler à personne, parce que c'est vraiment difficile de reconnaître qu'on n'en peut plus de ses enfants et qu'on n'est pas heureux en tant que parent. Quand ils sont devenus parents, ils ont reçu des cartes par dizaines, de la famille, de leurs amis. Et sur ces cartes-là, eh bien, on leur parlait de joie, de bonheur, de contentement. On leur a dit que leur enfant allait leur faire goûter à 1001 délices. On leur prédisait beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, bref, que des émotions positives. Mais en réalité, c'est pas ce qu'ils vivent pour l'instant.
et ils se sentent vraiment coupables de ça. Ils ont l'impression qu'autour d'eux, personne ne va pouvoir comprendre et qu'ils vont être jugés. Alors, ils essayent de tenir, mais c'est de plus en plus difficile et ces parents sont en grande souffrance. En réalité, Marie, Sam, Sophie, Thomas, ils souffrent de quelque chose qu'on appelle le burn-out parental. Et ils pensent être les seuls mauvais parents de la Terre à ressentir cet épuisement physique et émotionnel dans leur parentalité, à se sentir distants émotionnellement de leurs enfants et à ne plus trouver le plaisir d'être parents. Alors voilà, ils pensent être les seuls à être dans cette situation, ils pensent être les pires parents de la Terre, et pourtant, ils sont comme beaucoup de parents du 21e siècle qui sont exposés à une pression intense, à des standards élevés pour être de très bons parents, pour faire en sorte que leurs enfants aient le meilleur développement physique, social, émotionnel, intellectuel. Et comme on va le voir là tout de suite, les injonctions à destination des parents pour dire comment il faut élever les enfants, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, vraiment très très nombreuses. Et je voudrais vous montrer comme premier exemple les campagnes pour l'allaitement, où on vous dira par exemple que pour être une bonne mère, il faut bien sûr allaiter son enfant, et puis il faut le faire avec le sourire, et surtout il faut le faire le plus longtemps possible. L'idée c'est pas d'allaiter juste un nouveau-né, mais comme vous voyez sur la petite affiche qui est à droite, c'est bien aussi si vous tenez le plus longtemps possible. On va vous aménager des espaces, comme ça, même quand vous serez retourné au travail, vous pourrez continuer à donner le meilleur de vous-même à vos enfants. Alors l'allaitement, c'est très très important, mais quand on n'a pas la possibilité d'allaiter, quand on ne souhaite pas allaiter, eh bien ces campagnes, elles donnent aussi l'impression que c'est très compliqué en fait de pouvoir préserver ses propres besoins. Alors je ne sais pas comment c'est en Belgique, en France pardon, mais en Belgique on a un label pour les maternités qui s'appelle les hôpitaux amis des bébés. Alors j'insiste sur le fait que c'est des labels qui sont amis des bébés et pas amis des mamans, et que l'idée c'est d'être centré évidemment sur les besoins des enfants, euh, quitte à ce que vous soyez dans un espèce d'inconfort, quitte à ce que ça soit compliqué, quitte à ce qu'il y ait des souffrances. Et même ça, en fait, quand on n'est pas prêt à allaiter, c'est sûr qu'il va falloir se justifier. Vous avez tous aussi eu, alors c'est pas des affiches françaises, mais je suis sûre que vous avez l'équivalent en France. Vous n'avez pas pu échapper dans les écoles, dans les hôpitaux, là où vous allez consulter avec vos enfants, peut-être dans la salle d'attente de votre médecin, à toutes ces affiches où l'on vous dit attention, il ne faut pas exposer vos enfants à des écrans. Si vous voulez être un bon parent, il va falloir réguler, il va falloir éviter les écrans à tout prix avant un certain âge. Et si vous les mettez devant des écrans, ben, veillez à bien choisir les programmes, veillez à ne pas les laisser seuls, veillez à limiter ce temps des écrans parce que c'est mauvais pour leur développement, c'est mauvais pour leur cerveau. Et donc soyez très attentifs en tant que parents. Vous n'avez pas pu échapper non plus à tous ces ouvrages qui sont publiés à destination des parents. Et ce qu'on va trouver dans ces ouvrages, en fait, ce sont des recommandations sur la bonne manière d'élever ses enfants. Par exemple, sans crier, de rester exclusivement dans une éducation bienveillante, d'éviter évidemment tout ce qui est punition sévère, de bien réussir son rôle de parent. Et on va vous donner toute une série de recommandations pour que vos enfants se développent au mieux, pour qu'ils soient des enfants qui ont un comportement irréprochable, pour qu'ils réussissent bien à l'école, pour atteindre ces standards, que vos enfants soient performants. Et en réalité, on vous a aussi exposé à des campagnes comme celle-ci, justement pour que vous donniez le meilleur de vous-même et que vous renonciez à des comportements qui sont pas bons pour l'enfant, comme par exemple la fessée. Et il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, de très très nombreux pays européens ont légiféré contre la fessée et qu'elle est pénalement répréhensible dans de très très nombreux Européens. Mais ça ne s'arrête pas évidemment à la fessée parce qu'aujourd'hui, on en est à un point où il faut même éviter de montrer des émotions négatives aux enfants. Exploser de colère devant un enfant, lui montrer qu'on est vraiment très fâché, le lui dire, c'est quelque chose qui est moins bien toléré. Si votre enfant est insupportable dans un magasin, bah, très probablement vous allez attendre d'être rentré dans la voiture pour exploser de colère, parce que le regard social, en fait, ne vous permet pas
d'exposer vos enfants à des émotions négatives. On vous recommande de toujours privilégier le dialogue, de garder en toutes circonstances une attitude bienveillante, chaleureuse à l'égard de l'enfant, d'être patient pour lui expliquer le sens des choses, pourquoi est-ce qu'on peut faire certaines choses et pas d'autres, et de ne pas sortir de ses gonds, de ne pas s'énerver. En bref, ce qu'on vous demande, c'est d'être en toutes circonstances et quoi qu'il arrive, ce qu'on appelle un parent positif. Alors, c'est quoi un parent positif? C'est un parent qui est toujours dans une attitude de support vis-à-vis de l'enfant. Donc, chaque fois qu'on va détecter un besoin chez l'enfant, il va falloir être là pour lui apporter du soutien. Un parent positif, c'est un parent qui s'investit, qui fait évidemment passer les besoins de l'enfant avant les siens et qui, en toutes circonstances, trouve l'énergie pour pouvoir être au fait des besoins et des désirs des enfants. Le parent positif, c'est un parent qui va proposer un style de vie qui promeut la bonne santé, avec notamment une alimentation très bien, des activités physiques qu'on va faire ensemble. Un parent positif, c'est celui qui va récompenser l'enfant chaque fois que l'enfant pose un comportement agréable, chaque fois qu'il performe, chaque fois qu'il atteint les buts qu'on lui demande. Le parent positif, il encourage l'enfant en toutes circonstances, même quand l'enfant est en échec, même quand l'enfant est difficile, même quand l'enfant lui-même fait des colères. C'est un parent aussi qui va récompenser l'enfant et lui dire, le féliciter pour toutes les réussites qu'il va avoir, que ce soit à l'école ou dans des activités extrascolaires, par exemple, chaque fois que l'enfant est capable de se dépasser. Le parent positif, il écoute son enfant en toutes circonstances et puis il donne des explications. C'est pas un parent qui impose des consignes sans expliquer le bien fondé à l'enfant. Le parent positif, c'est aussi un parent où qui va privilégier une relation qui est basée sur la confiance, qui va aussi être un parent qui inspire l'enfant, c'est-à-dire qui va lui donner des directions intéressantes à prendre dans la vie. C'est un parent qui va s'efforcer d'installer un certain nombre de règles, mais qui vont se limiter à un périmètre à l'intérieur duquel l'enfant peut librement explorer son environnement. Et c'est un parent surtout qui va avoir beaucoup de patience à l'égard des difficultés que peut rencontrer l'enfant, mais aussi parfois des comportements qui sont problématiques. Alors on voit comment ces standards de la parentalité aujourd'hui sont extrêmement importants, comment nous recevons via des campagnes d'affichage, via des conférences, via des ouvrages, toutes ces recommandations sur la parentalité positive. Et on ressent bien à quel point c'est difficile d'atteindre ces standards, d'être ce parent positif H24. Et si on est exposé à des standards comme ça, eh bien, on peut déjà commencer par dire que la question qu'on a posée au début de cette conférence, est-ce qu'il est possible d'être un parent sans s'épuiser? Alors j'ai d'abord envie de vous dire que être un parent positif H24 sans s'épuiser, ça c'est impossible. Et que nous vivons en fait dans une situation où plus que jamais, les standards et les attentes à l'égard des parents sont très élevés. Alors comme je vais vous le montrer là tout de suite, la pression qui pèse sur les parents, donc toutes ces injonctions autour de la parentalité positive, c'est surtout une caractéristique des pays occidentaux, dans lesquels le burn-out parental va toucher de 5 à 8% des parents. Alors vous allez me dire, 5 à 8%, c'est pas tant que ça. En fait, c'est beaucoup, parce que ça représente plus qu'un parent sur 20. Alors dans les classes, en Belgique, j'imagine en France aussi, on a à peu près une vingtaine d'élèves. Ça veut dire que dans chaque classe, il y a au moins un parent qui est en grande souffrance. Alors il faut savoir que le burn-out parental, il ne touche pas que les parents qui ont des enfants avec des besoins spécifiques, par exemple les parents qui ont des enfants autistes ou avec un handicap, qui sont gravement malades. Ce n'est pas seulement les parents qui sont en situation monoparentale ou des parents qui sont en situation de précarité. Le burn-out parental, il touche en réalité tous les parents, quelle que soit leur situation économique, quelle que soit leur situation sociodémographique, quel que soit le nombre d'enfants. C'est vraiment une difficulté, une souffrance qui aujourd'hui peut toucher absolument tous les parents. Ce qui est bien en soi, parce que ça veut dire qu'on ne va pas stigmatiser certains types de parents, dire par exemple ça c'est clairement un problème des familles monoparentales ou des familles recomposées. C'est un problème qui peut réellement toucher tout le monde. Et c'est aussi autoriser des parents qui ne sont pas dans des situations spécifiques, qui n'ont pas un enfant autiste ou un enfant malade, de pouvoir dire que oui, en fait, être parent, c'est pas tous les jours facile et qu'on peut se trouver dans une situation d'épuisement qui atteint des sommets importants et qu'on peut du coup être dans cette souffrance que l'on nomme le burn-out parental.
Alors peut-être que 5 à 8% des parents qui sont en burn-out, ça ne vous dit pas grand-chose. Alors je vais vous traduire ça à l'échelle de la Belgique et de la France. Si on traduit ça à notre échelle, eh bien en Belgique, ça représente, à l'heure où je vous parle, 200 000 parents qui sont en grande souffrance. Et en France, ça représente 900 000 parents qui sont en grande souffrance. Et la France et la Belgique, comme d'autres pays occidentaux, comme les États-Unis, le Canada par exemple, font partie du top 5 des pays les plus touchés par cette question du burn-out parental. Et ce sont en somme des parents qui, comme Marie, Thomas, Sophie et Sam, que je vous ai présentés en début de conférence, eh bien, sont en grand besoin d'aide et se trouvent parfois très démunis à ne pas oser communiquer sur les difficultés qu'ils rencontrent. Alors maintenant, ce que je voudrais aborder avec vous, c'est au fond, mais comment ils en sont arrivés là? Parce que vous allez me dire, eh bien, tous les parents, en fait, au XXIe siècle, sont exposés à ces injonctions. Tous ces parents font face à ces standards élevés sur la parentalité positive. Et pourtant, il y a, on va mettre entre guillemets, seulement 5 à 8% des parents qui finissent par s'effondrer et par se trouver en burn-out parental. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre que certains parents en arrivent à s'épuiser de manière vraiment importante et comment d'autres finalement résistent à cette pression sociale, à ces demandes incessantes sur la parentalité? Alors je veux dire que Marie, Thomas, Sophie et Sam, c'est des parents qui ont des vécus très différents et en même temps, ils ont en commun ce grand épuisement. Eh bien, je vais vous montrer qu'ils ont un autre point commun. Et le point commun, c'est que on pourrait représenter la parentalité comme le résultat d'une balance. On va l'appeler la petite balance parentale. Et en somme, quand votre balance est équilibrée, c'est-à-dire quand vous êtes bien sûr exposé à des demandes, à des stresseurs, à des choses qui sont difficiles dans la parentalité, parce qu'on ne peut pas être parent sans s'inquiéter pour ses enfants. Vous serez d'accord avec moi que on s'inquiète pour tout ce qui arrive à nos enfants aujourd'hui, et on s'inquiète même pour des choses qui sont susceptibles de leur arriver. Donc aujourd'hui, on ressent par exemple du stress parce qu'un enfant a été difficile, parce qu'un enfant n'arrive pas à faire ses devoirs, parce qu'un enfant est malade, parce que mes enfants sont en train de se chamailler à la maison. Donc le stress dans la parentalité, il est quelque part normal. Mais parfois, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une accumulation de toute une série de stresseurs qui viennent peser dans la balance et qui malheureusement, à un moment donné, vont s'installer de façon chronique sans être compensés par des ressources parentales qui peuvent garder cette balance en équilibre. Donc comment on en arrive au burn-out? Eh bien, quand on accumule trop de stress pendant trop longtemps et qu'en fait, on n'a pas assez de ressources pour y faire face. Alors ces stresseurs, ces ressources, elles peuvent être très différentes d'un parent à l'autre parce qu'on a chacun effectivement des vécus différents. Par exemple, si je prends Marie, eh bien pour Marie, ce qui lui pèse, ce qui est très très lourd dans sa balance, eh bien ce sont les conflits entre ses enfants qui sont récurrents. C'est aussi le poids de toutes les activités extrascolaires qu'il faut gérer parce que, bien sûr, comme elle sait qu'il faut optimiser le développement de ses enfants, eh bien, elle les a inscrits à du sport. Ils font aussi du mouvement de jeunesse pour se sociabiliser. Ils sont aussi dans une académie où ils apprennent le théâtre ou peut-être le violon. Et donc, il y a beaucoup d'activités extrascolaires à gérer. Et puis, par ailleurs, il y a une de ces filles qui souffre d'hyperactivité. Et puis dans sa balance, ce qui vient aussi peser et ce qui la stresse beaucoup, c'est l'absence régulière de son mari en raison de son travail. Et puis ce qui a aussi ajouté du stress dans la balance de Marie, eh bien, c'est les périodes de télétravail qui sont encore aujourd'hui imposées par son employeur, alors que les enfants en fait sont là en partie à la maison et que c'est vraiment compliqué pour elle de pouvoir gérer les tâches qui sont à faire en télétravail et la présence de ses enfants. Et ce qu'il y a aussi dans sa balance, c'est que malheureusement, elle manque d'aide de la part des grands-parents ou des personnes proches dans la famille parce qu'ils habitent loin et qu'ils ne sont pas disponibles. Eh bien, vous voyez, dans la balance de Marie, il y a trop de stress qui est venu s'accumuler pendant trop longtemps. Et Marie, elle n'a tout simplement pas les ressources actuellement pour pouvoir faire face à ces stresseurs. Si on regarde ce qui se passe dans la balance de Thomas et de Sophie, eh bien, ce qui pèse lourd dans leur balance, ce n'est pas exactement les mêmes facteurs que pour Marie. Ce sont par exemple des préoccupations financières, parce que la situation est devenue vraiment compliquée, avec des pertes d'emploi, des emplois irréguliers. Et ça les préoccupe beaucoup, ça nécessite beaucoup de réflexion sur comment ils vont finir le mois, comment ils vont pouvoir
payer tout ce qui est nécessaire pour les enfants. Ce qui est aussi compliqué, c'est les deux aînés qui sont déjà ados et qui ne sont pas du tout faciles à vivre, qui ont par exemple mal vécu le confinement et qui ont beaucoup de mal à se remettre dans le rythme de l'école, à s'orienter, à faire des projets, à savoir ce qu'ils ont envie de faire de leur vie. Et puis ce sont les caprices de la petite que vous voyez là sur l'écran. Et puis somme toute, entre eux aussi, il y a beaucoup de désaccords sur la manière dont il faut élever les enfants. Ils ne sont pas toujours d'accord sur les valeurs à transmettre. Et puis ce qui vient ajouter du stress dans la balance de ses parents, c'est le perfectionnisme de Sophie. Sophie, c'est quelqu'un qui ne sait rien lâcher, qui veut toujours faire les choses à fond. Et donc, elle a du mal à déléguer les choses, elle recherche toujours la perfection dans tout ce qu'elle fait, y compris dans son rôle maternel. Et ça met beaucoup de stress à la maison. Ce qui va contribuer à mettre du stress aussi, c'est que Sam, c'est quelqu'un qui s'emporte facilement, donc il y a une personnalité où quand quelque chose ne fonctionne pas, il se met très facilement en colère. Et puis, ils ont très peu d'occasions de voir leurs amis, et leurs difficultés financières, à ce point de vue-là, ne les aident pas, parce que c'est pas possible pour eux, en ce moment, de prévoir un resto, une sortie, et donc finalement d'avoir une espèce de soupape. Eh bien, vous voyez que dans la balance de Thomas et Sophie, il y a trop de stress. Et ça fait trop longtemps que ça dure. Et Thomas et Sophie, ben, ils n'ont pas les ressources nécessaires actuellement pour faire face à ce stress qui s'est accumulé dans leur balance. Regardons ce qui se passe dans la balance de Sam, c'est encore une autre histoire. Sam, ce qui est particulièrement lourd dans la balance, c'est qu'il a beaucoup de mal à concilier sa vie familiale et sa vie familiale et professionnelle. Euh, et que quand il rentre à la maison, il est extrêmement épuisé, qu'il ne se sent jamais à sa place ni au travail, ni en famille, parce qu'il est très conscient de cette difficulté à concilier les deux. Il a aussi beaucoup de problèmes relationnels avec sa fille, et ces problèmes relationnels lui rappellent en fait ce qu'il a vécu lui-même avec ses propres parents. Et ça le ramène à son histoire, à ce qui s'est passé dans sa propre famille, et ça le rend très inconfortable en fait dans son rôle de père. Il a vraiment un sentiment de ne pas s'en sortir en tant que papa, de ne pas être à la hauteur. Et en plus, ben Sam, c'est quelqu'un qui n'est pas très organisé, qui a une personnalité voilà, un peu désordonnée, et donc il a beaucoup de mal à s'organiser avec ses enfants, et il m'a confié en disant que à la maison, c'était comme un vrai zoo. Alors voilà, pour lui aussi, il y a trop de stress depuis trop longtemps, et il y a pour y faire face. Eh bien, en fait, vous voyez, ce sont des histoires qui sont très différentes. Chaque burn-out a son histoire. Mais ce qui est commun à l'histoire de tous ces parents, c'est que le burn-out va s'expliquer par le même phénomène, qui est un phénomène de déséquilibre entre le stress auquel ces parents sont exposés et les ressources qu'ils ont pour y faire face. Alors on pourrait dire en fait, mais tout ça peut-être que c'est dans la tête, peut-être qu'aujourd'hui on est aussi dans une période où on se plaint de tout et de rien et que le terme burn-out peut être parfois galvaudé, utilisé à tort et à travers pour le travail, pour toutes sortes de choses, et que peut-être que finalement le burn-out parental, c'est quelque chose qu'on a juste dans la tête, qui est un vécu subjectif, qui est quelque chose où on a tendance un peu à se plaindre de tout. Peut-être que les gens qui ne connaissent personne qui est en burn-out, peut-être que les gens qui ne se sont jamais vraiment sentis épuisés dans leur parentalité, ils pensent qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est juste une exagération un peu de ce qu'on peut ressentir en tant que parent. Eh bien, je vais essayer de vous montrer qu'il n'en est rien, parce que nous avons pris la peine de prélever des mèches de cheveux chez les parents. Alors vous allez me dire pourquoi des mèches de cheveux? Bien, il faut savoir que quand vous êtes sous stress, quand vous éprouvez un stress élevé, vous générez des hormones particulières, et une de ces hormones, c'est le cortisol. Et le cortisol, c'est une hormone qui, quand elle est en grande quantité dans l'organisme, peut s'avérer toxique. Alors le cortisol, on peut en trouver des traces à différents endroits de votre organisme, de votre corps. Par exemple, si je prélève un échantillon de votre salive, là maintenant, je pourrais avoir une idée de la quantité de stress que votre organisme est en train de subir au moment où je vous parle. Mais si je viens prélever une mèche de cheveux, comme le cortisol s'accumule dans le cuir chevelu et que je regarde en fait la quantité de cortisol qui s'est accumulée dans le cheveu, dans les 3 cm qui sont à proximité du crâne, du scalp, je vais pouvoir doser en laboratoire la quantité de stress auquel votre organisme a été exposé dans les 3 derniers mois, sachant que votre cheveu grandit d'1 centimètre par mois. Alors on a pris des mèches de cheveux chez des parents qui sont en burn-out, chez des parents qui sont épanouis, et vous allez voir qu'on a comparé ce qui se passe chez ces parents. Alors première chose, je voudrais d'abord que vous regardiez la différence entre les parents épanouis, donc ceux qu'on a mis là, qui sont les parents témoins,
et les étudiants qui sont en situation d'examen. Alors je vous disais, en fait, on ne peut pas être parent sans être stressé, même quand on est épanoui, parce que vous voyez que même les parents qui, en principe, sont pas en burn-out, ont déjà un taux de cortisol dans le corps qui est bien supérieur à ce qu'on trouve chez des étudiants qui sont en situation d'examen et donc en situation de stress. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Eh bien parce qu'en fait, nous sommes préparés en tant que parents à réagir pour protéger notre progéniture. Et donc, dès qu'il se passera quelque chose pour eux, dès qu'on va sentir qu'ils sont en danger, dès qu'on va sentir qu'ils ont besoin d'aide, eh bien, les hormones de stress, elles nous préparent à réagir. Un peu comme quand vous avez un chien qui vous aboie dessus et que vous avez tout à coup des montées d'hormones de stress, eh bien, ces hormones-là vont vous aider en fait à prendre la fuite. Et puis surtout, vous serez capable de courir bien plus vite que ce que vous êtes capable de le faire en temps normal. Et donc, ces hormones de stress, elles nous préparent à réagir. Elles sont très importantes. Et donc, les parents, naturellement, vont générer plus d'hormones de stress pour être, on va dire, au taquet, pour s'occuper de leur progéniture. Maintenant, regardons ce qui se passe quand on compare des parents qui sont en burn-out avec des parents qui sont épanouis. Eh bien, vous voyez que dans le corps, ces parents, ils accumulent le double du cortisol et que donc le cortisol, dans leur corps, eh bien, atteint des niveaux qui sont toxiques pour le corps et évidemment aussi toxiques pour l'esprit. On va en parler dans une minute. Alors, si on compare ça maintenant avec le taux de burn-out chez les parents en burn-out et d'autres populations dont on connaît le dosage, dont par exemple les patients qui souffrent de douleurs chroniques sévères ou encore les victimes de violences conjugales, eh bien, on se rend compte que les parents en burn-out, ils ont plus de cortisol que ces deux populations-là. Et ça, c'est quand même très interpellant. Alors, le burn-out parental, non seulement il est fréquent, il a des conséquences sur la santé, puisqu'on a vu qu'il y avait cette accumulation du cortisol dans le corps, mais il faut aussi s'en préoccuper parce qu'il y a d'autres types de conséquences importantes pour le parent d'abord. Donc on a souligné les problèmes de santé physique qui sont en fait liés au cortisol. Pourquoi? Parce qu'en fait le cortisol, quand il est en dose toxique dans votre corps, il va avoir tendance à faire flamber tous les petits maux du quotidien. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui fait facilement des migraines, eh bien vous allez être très migraineux de façon très très fréquente et très intense. Si vous êtes quelqu'un qui avait des problèmes de digestion, que vous avez en général des maux d'estomac ou des maux d'intestin, la présence du cortisol va faire que vous avez beaucoup plus de problèmes de digestion que d'habitude. Et la même chose, si vous êtes quelqu'un qui avait régulièrement des lombalgies, des maux de dos, eh bien ces maux vont flamber. Et donc en somme, vous allez avoir toutes sortes de problèmes, on dit psychosomatiques, de par la présence de ce cortisol dans le corps. Une autre conséquence du burn-out parental, ce sont les idées suicidaires. Alors vous allez me dire, mais ça c'est très fréquent aussi dans le burn-out professionnel ou dans la dépression. Mais nos études, elles montrent que c'est encore plus présent et bien plus présent dans le burn-out parental. Alors pourquoi? Parce qu'en réalité, dans le burn-out professionnel, on a presque toujours une porte de sortie. Par exemple, on peut décider d'aller chez son médecin traitant qui va vous donner un certificat médical et dans les heures qui suivent, vous êtes à distance de la source du stress. Vous êtes mis à distance de ce qui vous pose des difficultés. Vous pouvez aussi décider de changer de poste, donc demander une mutation dans votre entreprise. Vous pouvez décider de changer d'emploi. Vous pouvez décider de démissionner. Vous pouvez même décider à 40 ans de refaire des études et de changer complètement d'orientation professionnelle. Bref, il y a toutes sortes de solutions qui permettent de voir une porte de sortie au burn-out professionnel. Par contre, dans le burn-out parental, personne ne va vous faire un certificat médical pour vous mettre en congé maladie de vos enfants. Personne ne va vous permettre de recommencer votre vie en faisant comme si vous n'aviez jamais eu d'enfant. Personne ne va vous permettre de vous mettre à distance en fait de vos enfants parce que on reste dans le rôle parental nécessairement. Et c'est ce qui fait que les gens qui souffrent de burn-out parental en viennent finalement à se dire que la seule solution, c'est d'en arriver au suicide ou de disparaître à l'autre bout du monde sans laisser d'adresse. Il y a aussi beaucoup de conséquences sur l'enfant et les deux conséquences qu'on a les mieux documentées et qui sont les plus fréquentes, c'est le risque de négligence et de violence. Alors bien sûr, le risque de négligence, il est lié à cette grande fatigue physique et émotionnelle qui fait qu'en fait les parents en burn-out, les parents épuisés n'ont simplement plus la force de s'occuper de leurs enfants. Et donc, ça va prendre la forme de négligence comme, bien je sais par exemple qu'il faudrait les emmener chez un médecin, mais je n'ai pas la force d'aller attendre dans la salle d'attente avec eux. Je sais qu'ils ont besoin d'aide pour faire les devoirs, mais je n'ai pas la force d'aller m'asseoir à côté d'eux et de les aider, donc tant pis. Je sais qu'ils devraient aller au lit, mais j'ai même plus la force de monter, de les accompagner.
eh ben, s'ils font chambard et qu'ils vont au lit très tard, ça m'est complètement égal. Voilà, c'est une négligence qui peut aussi prendre la forme émotionnelle avec des parents qui ne vont plus du tout prêter attention aux signaux qui sont donnés par l'enfant, par exemple. C'est aussi de la violence, alors de la violence verbale avec des parents qui sont à bout et qui vont par exemple dire: «Oh mais tu sais, ma vie, elle aurait tellement été plus facile si je vous avais pas eu, si tu n'étais pas là». Et donc c'est une violence verbale qui va laisser des traces évidemment dans la relation avec l'enfant. C'est une violence qui peut devenir physique. Alors c'est pas des parents, c'est des parents qui, vous l'aurez compris, ont voulu donner le meilleur d'eux-mêmes en fait à leurs enfants, étaient des parents très investis, puis là à un moment donné ils s'effondrent. Et donc, ce ne sont pas des parents maltraitants de base, mais ce sont des parents qui, dans des accès de colère, d'irritabilité, vont avoir des gestes malheureux. Et je vous propose ici le témoignage de Sophie qui dit: «J'avais vraiment des crises de colère très intenses à l'égard de ma fille que je ne supportais plus en fait. Ça me faisait mal au cerveau quand elle partait avec ses cris et ses pleurs et du coup, j'avais vraiment des hurlements hystériques très violents, une violence verbale très forte. J'essayais de lutter contre la violence physique, mais il m'est arrivé d'avoir eu envie de la tuer. Un jour, elle ne voulait plus faire de sieste, or la sieste j'y tenais. Ce n'était juste pas possible d'encore gérer l'après-midi si elle ne dormait pas. Et du coup, je l'avais mise dans son lit, sa tête avait heurté le bord du lit, elle s'est mise à pleurer. Et là, j'ai vraiment eu envie, j'aurais juste eu envie de la boxer jusqu'à la mort. Et c'est à ce moment-là que j'ai consulté une psy, parce que je me suis dit, là, je peux pas, je mets en danger les enfants. Et ce que nous, on constate dans les consultations, c'est que malheureusement, en raison du fait que le burn-out reste un sujet tabou, dans la parentalité en tout cas, et en raison du fait que beaucoup de parents sont terriblement honteux et se sentent coupables d'être en burn-out parental, alors ils restent isolés, ils restent de leur côté, ils n'osent pas en parler et ils viennent finalement consulter très tard quand le processus est déjà loin et que en général c'est un passage à l'acte de négligence, de violence, d'idées suicidaires qui va finalement amener la consultation, mais on voit arriver donc chez les psychologues qui sont formés, eh bien des situations qui sont tout juste catastrophiques et on aurait aimé évidemment pouvoir aider ces parents dans un stade préliminaire quand il y avait entre guillemets juste de l'épuisement et pas tous les autres symptômes qui viennent en même temps. Alors il y a aussi des conséquences sur le couple évidemment parce que vous l'imaginez bien, quand le conjoint est en burn-out parental, ça génère beaucoup de conflits, ça génère beaucoup de pensées adultères parce qu'une manière de s'en sortir serait aussi de recommencer sa vie avec quelqu'un d'autre sans les enfants. Ça engendre une flambée de la violence, une flambée des envies de divorce parce que finalement certains parents viennent à se dire qu'en divorçant, bah, au moins ils auraient la garde partagée et n'auraient leurs enfants qu'une demi-fois, enfin que la moitié du temps. Et donc ça amène un peu voilà, des difficultés sur le couple, avec aussi des parents qui essayent de pas justement exploser de colère sur leurs enfants et qui essayent de se retenir, et alors tout se déverse sur le conjoint qui ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. Alors voilà, vous êtes sans doute en train de vous dire, bon ça c'est quand même une situation qui peut réellement devenir catastrophique, et j'ai quand même une bonne nouvelle pour tous les Sam, pour toutes les Marie, pour tous les Thomas, pour toutes les Sophie qui nous écoutent, c'est que en réalité, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même sortir du burn-out parental et qu'il existe aujourd'hui des solutions. Et ce sont des solutions que je vais vous partager maintenant pour que vous voyez comment on peut prévenir et finalement s'en sortir quand on est soi-même dans une situation d'épuisement parental intense. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que quand on se sent épuisé, quand on se sent en burn-out et qu'on a ce sentiment d'être honteux, coupable, qu'on se sent très seul, la première chose qui est importante, c'est de trouver quelqu'un qui puisse vous écouter avec beaucoup de bienveillance et pouvoir faire en sorte que la souffrance que vous ressentez, que l'on ressent, elle puisse être dite sans jugement. Et c'est pas si simple parce que, pour vous partager une expérience, quand on a vécu le premier confinement ici en Belgique, on était très préoccupés parce que les centres de consultation psychologique, tout ça a fermé, y compris notre centre. Et moi, je voyais beaucoup de patients et je me suis dit, qu'est-ce qui va arriver en fait quand on va les enfermer chez eux avec leurs enfants? Parce que si on veut faire un parallèle avec le burn-out professionnel, c'est un peu comme si euh, on disait à quelqu'un qui était en burn-out professionnel, eh bien, à partir de demain, je t'enferme dans ton bureau avec tes dossiers et avec ton patron, et je te dis pas combien de temps ça va durer. En fait, c'est exactement ce qu'on a fait avec les parents dans le premier confinement, en Belgique en tout cas. On a fermé les écoles, on a fermé tous les centres professionnels, et on a dit aux parents, eh bien, voilà, vous irez plus travailler non plus, vous allez rester à la maison avec vos enfants. On va pas vous dire combien de temps ça va durer.
Et puis, bah, on s'est dit, bah, il va y avoir forcément des situations avec des flambées de violence et des flambées de problèmes familiaux. Alors, on avait imaginé de faire une ligne d'urgence, une ligne d'appel d'urgence qui était accessible 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures le soir. Et comme bah, tous mes collègues psychologues étaient empêchés de travailler, on s'est dit, bah, bon, faisons du bénévolat sur cette ligne, ce sera quelque chose d'utile. Et on a commencé en étant 7 psychologues. On a vite été complètement débordés. On a fini à 42 psychologues qui se relayaient de 8 heures à 20 heures, 7 jours sur 7. On a traité en 2 mois 750 appels avec des situations absolument catastrophiques. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est quand on a partagé cette ligne d'appel d'urgence sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens évidemment qui étaient contents qu'il y ait cette ligne d'appel d'urgence, mais on a vu aussi des gens qui commentaient les posts en disant mais c'est quoi cette blague. Les parents ils se plaignent, s'ils voulaient pas d'enfants ils avaient qu'à pas en avoir. Et donc on a vu des commentaires très très désobligeants à l'égard des parents qui étaient en fait en grande souffrance. Et donc c'est une vraie réalité qu'en fait c'est difficile de trouver quelqu'un qui va pouvoir vous écouter sans jugement. Et comme je le disais à l'entame de cette conférence, c'est aussi parce que la parentalité de nos jours, elle est vue comme quelque chose qui doit être nécessairement épanouissant, et on occulte évidemment toute la part difficile et tout le challenge que c'est d'être parent, en particulier au XXIe siècle. Alors peut-être que vous n'êtes pas en burn-out, mais peut-être que dans votre entourage, vous voyez des gens qui probablement, à ce que je vous ai présenté à propos de Marie, de Sam, de Sophie, de Thomas, et vous vous dites peut-être, je ne sais pas du tout comment aborder le sujet, parce que peut-être que ces gens ne sont pas non plus conscients un peu de ce qui leur arrive, mais vous observez des choses qui vous tracassent, eh bien peut-être soyez cette personne bienveillante qui peut accueillir et laisser dire cette souffrance sans jugement, parce que je pense que c'est vraiment la première chose et la chose sans doute qui est la plus importante dans les cas comme ça. Et puis seulement quand on a fait ça, eh bien qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de rééquilibrer la petite balance parentale que je vous ai présentée tout à l'heure. Et cette petite balance, on va la rééquilibrer en diminuant l'impact du stress, donc tous ces petits stresseurs qui sont en rouge là-bas, et on va essayer d'augmenter les ressources. Alors, parmi les stresseurs, ben, on va pouvoir avoir différentes pistes d'action parce que, évidemment, on va rien pouvoir faire sur des stresseurs sociodémographiques comme la monoparentalité ou des stresseurs situationnels comme le fait d'avoir un enfant avec un handicap. Bien sûr que ça, on peut rien y faire. Mais en même temps, il faut savoir que dans les recherches, on a montré que les stresseurs sociodémographiques, donc par exemple, on avait imaginé que les parents qui avaient beaucoup d'enfants, c'est mon cas, j'en ai 5, seraient beaucoup plus en burn-out que quelqu'un qui a un seul enfant. Bah, c'est faux. On avait aussi imaginé que les parents qui ont un niveau socio-économique meilleur, en fait, allaient être moins en difficulté. C'est faux. On avait imaginé que les familles monoparentales seraient plus en difficulté que les autres. C'est faux. Donc ces stresseurs sociodémographiques, finalement, ils interviennent assez peu dans la balance parentale, tout comme les stresseurs situationnels, comme le fait d'avoir un enfant avec des difficultés d'apprentissage, par exemple. C'est pas que ça pèse pas, mais c'est moins important que les autres stresseurs dont on va parler dans un instant. Alors finalement, c'est une bonne nouvelle parce que, bah oui, les stresseurs situationnels et sociodémographiques, on peut juste rien y faire. Par contre, on va pouvoir diminuer l'impact du stress personnel. Le stress personnel, c'est par exemple être quelqu'un de très très perfectionniste et bah, prendre conscience que peut-être on doit apprendre à lâcher prise sur un certain nombre de standards et de recommandations et d'injonctions à la parentalité positive. Très concrètement, bah, voilà, le jour où tous les enfants ont une activité extrascolaire, plutôt que de vouloir aussi faire le repas avec les légumes bio qu'on aura été chercher 15 km plus loin et de faire finalement un repas hyper équilibré à 21 heures quand tout le monde est rentré mais que les devoirs pour l'école sont pas faits, peut-être que ce jour-là, on peut accepter de lâcher prise et d'acheter un plat préparé, par exemple, ou de se faciliter la tâche, en tout cas. Les stresseurs familiaux, c'est tout ce qui va toucher, par exemple, à la manière dont on va coopérer entre parents, donc se mettre d'accord sur le partage des tâches, laisser l'autre conjoint nous aider, à demander aussi parfois de l'aide aux enfants et essayer d'avoir une certaine forme de routine et d'organisation familiale. Et puis, il y a tous les stresseurs qui sont liés avec la relation avec l'enfant et notamment la manière d'éduquer, par exemple, les enfants ou de recourir à leur autonomie. Donc, on va limiter l'impact du stress et puis on va aussi essayer d'augmenter les ressources. Alors, je vais vous donner quelques exemples concrets, comme ça vous allez tout à fait bien voir où je veux en venir. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, dans la balance, une fois qu'on a conscience de ce qui pèse chacun dans notre balance, on peut essayer de retirer des stresseurs inutiles. Alors,
C'est quoi des stresseurs inutiles? Ben, prenez conscience, par exemple, que peut-être vous avez 3 enfants et quand le premier est né, vous vouliez lui donner, les meilleures chances et donc vous l'avez, progressivement inscrit à des activités extrascolaires. Donc cet enfant, en fait, fait du violon, il a choisi l'escrime et il va au mouvement de jeunesse le week-end. Et puis le deuxième enfant est né quelques années plus tard et bien sûr, vous l'aimez pas moins que le premier, donc il a aussi ses activités extrascolaires et il n'est pas question qu'il fasse la même chose que l'aîné, hein. Il doit évidemment être une personne autonome et indépendante et donc il fait un autre sport, il fait une autre activité artistique et il va aussi au mouvement de jeunesse. Et puis vous avez un troisième enfant et rebelote, vous avez de nouveau 3 activités extrascolaires. Voilà, avec 9 activités extrascolaires et en plus l'aîné, maintenant il a grandi, donc il fait en plus les compétitions le week-end et c'est plus un entraînement, mais c'est 2. Donc voilà à quoi peut ressembler une semaine d'un parent qui est un parent somme toute banal, parce que des familles comme ça, j'en rencontre tout le temps. Et finalement, quand on prend un peu de recul et qu'on se dit, mais voilà ce qu'il y a moi dans ma balance, eh bien, on peut peut-être se dire, ok, pour un temps donné, ou peut-être pour toujours, le fait d'avoir 3 enfants, etc., fait qu'on va réduire le nombre d'activités extrascolaires. Par exemple, dire chaque enfant aura une maximum 2 activités parce qu'on ne peut pas gérer plus. Ou de dire que les activités vont devoir être dans un certain périmètre, à quelques kilomètres de la maison, mais pas forcément faire 25 kilomètres pour aller conduire les enfants aux activités. Alors, ce à quoi je vais être capable de renoncer pour alléger ma balance, c'est pas forcément ce qu'un autre parent est capable d'alléger, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en général, dans notre balance, il y a beaucoup, beaucoup de choses et qu'on va pouvoir choisir quelque chose sur lequel on peut lâcher prise. Alors, il y a par ailleurs des stresseurs sur lesquels on ne peut pas juste décider qu'on va retirer de la balance parce que si vous avez un enfant avec des difficultés scolaires, par exemple, qui a des problèmes d'apprentissage, vous ne pouvez pas faire en sorte qu'il devienne l'enfant le plus malin de la classe. Mais par contre, on peut alléger le poids de ces stresseurs, par exemple, en déléguant à une étude dirigée ou en limitant le temps qui est consacré aux devoirs, parce qu'on peut considérer qu'au-delà de 50 minutes, évidemment, l'enfant il n'est plus du tout productif et que donc on va agir par priorité dans les devoirs, mais pas rester 2 heures et demie à faire les devoirs à la maison tous les jours. Donc ça, c'est pour les stresseurs. Et puis après, quand on a regardé ce qu'on a dans sa balance, ce qu'il faut toujours faire, c'est se dire au fond, quelles sont les ressources que j'ai déjà à ma disposition. Et beaucoup de parents que j'ai rencontrés disent, mais au fond, en faisant ce petit exercice de me demander qu'est-ce qu'il y a dans ma balance, eh bien, j'ai pris conscience qu'il y a beaucoup de ressources qui sont à ma disposition, mais parfois, on les utilise pas bien. Par exemple, il y a quantité de parents qui viennent à la consultation qui disent, j'ai un conjoint super, mais je lui demande jamais rien. Et c'est intéressant de se dire pourquoi est-ce que je ne demande pas d'aide, pourquoi est-ce que j'ai du mal à déléguer. Et parfois, les ressources sont là, c'est juste qu'on n'y fait pas appel parce que on pense que quand c'est le conjoint qui fait, quand c'est les enfants qui font, c'est moins bien fait que quand je fais par moi-même. Et donc, on a du mal à déléguer et à accepter que ça soit fait autrement que ce qu'on aurait fait soi-même. Donc voilà, je pense que prendre conscience des ressources qu'on a déjà à sa disposition, souvent, c'est déjà très aidant parce qu'on va pouvoir se tourner vers les ressources présentes. Alors ensuite, on va aussi essayer d'ajouter des ressources qui ne sont pas encore présentes. Alors quand nous, on traite les parents en burn-out, on aime bien les faire travailler par groupe. Comme ça, ils s'échangent des idées. Et je donne toujours l'exemple de ce papa qui, dans un groupe, avait partagé le fait que pour lui, ce qui manquait vraiment dans sa balance, qui était présent auparavant, c'est le fait de partir de temps en temps au week-end avec son épouse, parce que ça, c'était vraiment des moments où il pouvait souffler. Et il nous disait qu'avec ses 3 enfants, actuellement, c'était pas possible parce que les grands-parents n'étaient pas en mesure de s'en occuper pendant tout un week-end et que donc il n'y avait juste pas de solution. Alors il y a eu une sorte de brainstorming dans le groupe et il y a beaucoup d'idées qui ont été données. Et le papa a retenu l'idée de former un groupe Facebook avec les parents des autres enfants de la classe de ses enfants. Et le principe était que si tu rejoins le groupe Facebook, tu t'engages une fois sur l'année scolaire à reprendre les enfants d'une autre famille du vendredi soir au dimanche midi. Et quelqu'un d'autre, pendant l'année scolaire, va te rendre l'appareil. Et ce papa nous a dit, mais finalement, j'ai gagné 2 week-ends de qualité. Celui, bien sûr, où je peux partir avec mon épouse, mais aussi le week-end où on accueille les enfants d'une autre famille parce que ça permet de faire des activités qu'on ne fait jamais et ça donne une autre dynamique familiale. Donc, c'est l'idée de venir ajouter des ressources, pas des ressources qui coûtent financièrement, mais des ressources qui vont, par exemple, renforcer la solidarité entre les parents. Alors, au-delà de ces recommandations individuelles, j'ai envie aussi d'attirer votre attention en dézoomant et en revenant à des choses que je vous ai présentées au début de la conférence. Je pense que
quand on se rend compte de toute la pression qui pèse sur nous, je pense qu'en tant que parents, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire attention à cette pression et ne pas être totalement à genoux devant cette pression. Alors cette pression, elle s'exerce à différents niveaux et il faut vraiment en être conscient. Peut-être que vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux et moi, j'aime bien regarder ce qui défile dans les fils d'actualité et dans les groupes de parents. Et voilà le genre de post, par exemple, qu'on va partager assez facilement entre parents. Qu'est-ce qu'on lit dans ce post? C'est que 90% des comportements désagréables des enfants sont liés à un manque d'amour et d'attention. Ça met la pression aux parents. Pourquoi? Parce qu'il y a deux messages. Le premier, c'est que si vos enfants ont des comportements désagréables, ce qui est le cas de tous les enfants, c'est parce que vous les aimez pas assez, que vous y faites pas assez d'attention. Et ça, franchement, bah, c'est très culpabilisant. Et en plus, c'est pas vrai, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les enfants qui ont des troubles du comportement. Et ce dont je suis sûre, c'est que beaucoup de parents que j'ai vus étaient pleins d'amour et d'attention pour leurs enfants. Ça ne les empêche pas d'avoir des comportements difficiles et désagréables et qu'il y a bien d'autres raisons pour lesquelles le comportement d'un enfant peut être désagréable. Et l'autre chose qui est fausse dans ce message, c'est que si vous avez beaucoup d'amour et d'attention, ben vous avez 90% de chances que vos enfants seront jamais désagréables. Et ça, c'est aussi une fausse vérité. Et donc, il faut être très attentif à ce qui défile sur les réseaux sociaux, parce que sous couvert d'un joli petit dessin comme ça, il y a en fait beaucoup, beaucoup de culpabilité, de pression qui sont tournées vers les parents. Et j'attire votre attention sur le fait que parfois on partage ces posts sans trop réfléchir et que ce faisant, ben, on contribue aussi à mettre la pression sur les autres parents et que ça, c'est vraiment quelque chose auquel on doit être attentif pour soi-même, mais aussi pour les autres. La pression, elle s'exerce aussi à travers quelque chose que vous connaissez bien en France, qui est ce genre de programme. Alors, je connais bien Boris Cyrulnik et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour son travail, et y compris pour la campagne ici. Mais parfois, la manière dont les messages sont véhiculés, il y a un côté très culpabilisant. Cette idée de se dire, eh bien, dans les 1000 premiers jours, tout va se jouer, ça donne un peu l'impression que, en tant que parent, on n'a pas le droit à l'erreur, on ne peut pas se louper, en fait. Et donc, si on a des passages à vide, si on fait un baby blues, si on a un peu de dépression du postpartum, si pour des raisons professionnelles ou financières, on n'est pas aussi disponible que ce qu'on voudrait, eh bien, on va générer beaucoup, beaucoup de culpabilité. Et moi, je vois aux consultations beaucoup de parents qui arrivent en disant, même ils ont avec un ado de 15 ans, hein, qui a du mal, par exemple, à se faire des amis ou qui réussit pas à l'école. Et les parents vont dire, mais vous savez, je dois vous avouer, quand il était petit, voilà, j'ai fait un baby blues. Et donc, ils font comme des espèces de liens directs entre tout ce qui arrive dans la vie de l'enfant, quel que soit l'âge, et des pseudo-erreurs qu'ils auraient commis quand l'enfant était très jeune. Alors, que la petite enfance soit une période très importante, on est tous d'accord là-dessus, et qu'on prenne soin des bébés, des jeunes enfants, tout ça c'est très bien. Mais dire que tout se joue, ça c'est un peu dangereux parce qu'en plus ça donne une espèce de vision très déterministe comme ça du développement, comme si quand on ratait, entre guillemets, son démarrage dans la vie, on était condamné à avoir une vie d'enfer. Et la réalité, c'est que c'est pas ça. C'est que les enfants sont en partie déterminés par ce que nous faisons en tant que parents, mais il y a de très très nombreuses autres influences sur leur développement. Et c'est pas parce qu'il y a des choses qui se passent pas de manière optimale à certains moments dans leur développement que tout est foutu. Et certainement, je trouve que la culpabilité du coup qui pèse sur les parents est vraiment exagérée. J'ai envie de vous dire que quelque chose auquel il faut prêter attention, c'est qu'on ne peut pas être un bon parent si on ne prend pas soin de soi. Je vais prendre une analogie. Je ne sais pas si vous êtes familier de prendre l'avion, et j'espère pour vous que vous vous êtes jamais trouvé dans une cabine d'avion qui dépressurise, mais si c'est le cas, les masques à oxygène sont tombés devant vous et le personnel de bord, quand il fait ses instructions au moment du décollage, il vous dira que quand les masques à oxygène tombent, il faut d'abord, que vous voyagez avec un enfant, il faudra d'abord mettre le masque à oxygène sur votre bouche avant de mettre le masque à oxygène sur la bouche de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous vous étouffez, vous n'allez plus être en mesure d'aider l'enfant, d'être là pour lui, pour le rassurer, mais aussi pour juste assurer sa survie. En fait, on peut garder cette analogie en tête en se disant, mais on ne peut pas, en fait, être un parent exclusivement centré sur les besoins des enfants. Si on ne prend pas soin de soi en tant que parent, si on n'a pas des moments où on peut se ressourcer, si on ne peut pas à un moment donné dire, mais moi aussi j'ai des besoins et je dois en prendre soin, alors on se met à genoux, on s'épuise tellement à vouloir être le parent parfait, toujours au service, toujours à disposition de l'enfant. Et finalement, on devient ce parent en burn-out qui néglige, qui est violent. Et finalement, c'est exactement l'inverse de ce qu'on voulait. C'est un peu comme le diable qui se mord la queue, hein. On a voulu aller trop loin, donner trop, être trop dans la parentalité parfaite.
Et en fait, c'est trop compliqué, et donc on s'épuise là-dedans, et finalement, on devient un parent qui n'est plus à la hauteur de s'occuper de ses enfants parce que simplement, on a le sentiment d'étouffer. Alors, la parentalité positive, c'est un concept qui est magnifique, et vraiment, quand je vous l'ai présenté au début, je crois sincèrement que être parent, c'est être investi, c'est montrer de la chaleur à ses enfants, c'est les récompenser, c'est les encourager, c'est être là pour leur apporter du support. Mais comme je l'ai dit en démarrant la conférence, on ne peut pas être ce parent positif H24, on ne peut pas atteindre ce standard tout le temps et en toutes circonstances, parce que nous sommes des humains et que les humains sont nécessairement aussi faits de failles. Et je vous propose de voir la parentalité positive non pas comme une cible à atteindre, mais comme un phare. Un phare, en fait, les bateaux, ils ne s'en approchent jamais trop. Le phare, il est là pour donner une direction, pour vous guider. Mais si vous venez jusqu'à percuter le phare avec votre bateau pour atteindre la cible, en fait, ça ne va pas fonctionner. Vous allez casser votre bateau et vous allez aussi casser la cible. Et donc la parentalité positive doit être conçue non pas comme une cible à atteindre, mais comme un phare qui donne une direction, de se dire en fait quand j'ai une hésitation, dans quelle direction c'est mieux d'aller, eh bien allons vers cette parentalité positive. Mais en aucun cas, on doit essayer de l'atteindre, de devenir ce parent H24, sinon on ne peut jamais être content de soi, on a l'impression qu'on n'en a jamais fait assez pour nos enfants. Moi, je souhaite qu'on fasse de nouveau de la place à ce que Winnicott appelait les parents suffisamment bons, de reconnaître qu'en tant que parent, bah oui, on peut faire des erreurs, il y a des jours où on est moins investi, il y a des jours où on a besoin de faire attention à soi, de prendre de l'espace pour soi, il y a des jours où on détecte moins bien les besoins des enfants, on est moins à l'aise pour y répondre. Et c'est non seulement important pour les parents par respect pour eux-mêmes, parce qu'on est humain et que nécessairement on a nos failles, on fait des erreurs, mais je pense très sincèrement que c'est bon pour nos enfants de grandir à côté d'adultes qui acceptent de reconnaître que de temps à autre, ils font des erreurs, que de temps à autre, ils ne sont pas optimaux, pardon, que de temps à autre, ils ont des crises de colère, que de temps à autre, ils sont fatigués. Parce que sinon, les enfants, ils grandissent à côté d'adultes qui leur donnent l'impression que tout est parfait et que du coup, eux aussi doivent être parfaits. L'enfant n'osera jamais euh, être tolérant vis-à-vis de lui-même quand il commet une erreur et il ne va pas non plus prendre la peine de s'excuser. Or, comme parent, c'est aussi quelque chose qui est très important de pouvoir dire, bah, tu sais, il s'est passé telle chose, je me suis emportée, j'aurais pas dû réagir comme ça, et de pouvoir s'excuser, de pouvoir expliquer comment les choses se sont produites. Je pense que c'est aussi en étant des parents suffisamment bons et non pas des parents parfaits qu'on peut permettre aux enfants eux aussi d'être tolérants vis-à-vis des erreurs qu'ils font. Or, on sait bien qu'on vit dans une société qui cultive le culte du perfectionnisme et de la compétition à tout prix. Et je pense que si on ne veut pas que nos enfants un jour aussi expérimentent le burn-out, il faut leur apprendre que nécessairement, en tant qu'être humain, ben, on fait des erreurs, qu'on n'est pas tout le temps parfait et qu'on se construit aussi dans nos propres failles et dans les failles des autres. Je voudrais aussi vous recommander d'accepter de susciter le débat quant au fait du culte de la parentalité parfaite aujourd'hui. Et susciter le débat, c'est parfois le faire de façon humoristique. Alors voilà un post que j'ai aussi relevé sur Facebook en 2019 qui disait en fait comment être un parent en 2019 versus en 1982. Alors comme c'est en anglais, je vous l'ai traduit. Comment être un parent en 2019? Eh bien, c'est assurez-vous que les besoins de votre enfant soient rencontrés au niveau académique, émotionnel, psychologique, nutritionnel et sociaux. Prenez soin de ne pas surstimuler votre enfant sans le sous-stimuler, de ne pas le médiquer de manière inappropriée, de ne pas l'exposer à des écrans. Nourrissez votre enfant avec des aliments sains, non transformés, sans OGM, peu énergétiques, bons pour le corps, éco-responsables, issus du commerce équitable, sans emballage plastique ni pesticides. Soyez un parent chaleureux, alliez bienveillance et fermeté. Montrez-vous sympa sans être permissif, attentif sans être un parent hélicoptère. Parlez plusieurs langues à la maison. Ayez un enfant et demi en moyenne avec 2 ans d'intervalle dans la fratrie pour un développement optimal. Et surtout, n'oubliez pas l'huile de coco. Alors vous voyez, c'est dit sur un ton un peu humoristique, mais on voit combien au XXIe siècle, il y a des recommandations sur la manière d'être un bon parent et comme on a des standards très très élevés sur tout ce qu'il faut faire pour être considéré comme un bon père ou une bonne mère. Et le contraste avec 1982 est un peu saisissant puisque en 1982, bah, c'était nourrissez-les parfois. Alors c'est un peu extrême comme position, mais c'est juste pour montrer que en quelques décennies à peine, les standards et la pression sur la parentalité ont augmenté d'une manière qui est totalement drastique. Je voudrais aussi terminer en vous disant que
une recommandation que j'aurais, c'est qu'il est vraiment, me semble-t-il, nécessaire de favoriser la solidarité entre parents et d'augmenter la collaboration entre nous, parce que la parentalité de nos jours, c'est devenu quelque chose de très solitaire. On compte chacun sur soi pour conduire nos enfants à l'école. On a l'impression que si c'est pas nous qui nous occupons de nos enfants, bah, les autres sont peut-être malveillants, doués de mauvaises intentions, qu'il n'y a que nous qui pouvons donner la meilleure éducation à nos enfants. On veut des enfants qui performent mieux que ceux des voisins. On est vraiment dans un phénomène de comparaison sociale et d'essayer d'être meilleurs parents que d'autres parents et d'avoir de meilleurs enfants que les autres familles. Et dans cette optique-là, finalement, la parentalité devient quelque chose de très isolé et de très isolant. Or, ben, comme on l'a vu, hein, être parent, c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches. Et porter ça tout seul, en fait, c'est pas possible. Et donc, il faut nécessairement revenir à quelque chose où on peut partager les responsabilités, déléguer. Et en Afrique, ils ont un très beau proverbe qui dit que pour élever un enfant, il faut tout un village, en fait. Et je pense que cette dimension communautaire de coopération, de collaboration entre parents, elle nous manque cruellement aujourd'hui et qu'on a complètement perdu de vue. C'est en raison de ça que je vous disais, faites attention quand vous partagez des posts qui peuvent amener de la culpabilité, de la pression sur les autres. Donc, essayons d'être bienveillants déjà les uns avec les autres. Et c'est aussi pour ça que je vous ai partagé l'exemple de ce papa qui avait créé ses groupes Facebook dans l'école de ses enfants, parce que je pense que c'est vraiment voilà, une solution qui est un bel exemple de comment on peut restaurer une solidarité et une communauté de parents qui sont bienveillants les uns envers les autres. Alors pour les parents d'aujourd'hui qui nous écoutent, qui veulent aller plus loin, recommander, si vous vous sentez concerné par la situation et vous avez envie d'en savoir plus, il y a un ouvrage grand public qu'on a publié aux éditions Odile Jacob qui est disponible. Et si vous sentez que vous êtes un peu sur le fil, que c'est compliqué pour vous en tant que parent et que vous avez besoin d'aide, on a aussi développé de l'aide en ligne dans un programme qui s'appelle Parents sur le fil et où vous pouvez vous connecter avec aujourd'hui un code spécifique qui vous permettra d'avoir un petit avantage. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui vous mènera sur le chemin de regarder qu'est-ce qu'il y a dans ma balance et comment je peux doucement restaurer cet équilibre pour éviter de plonger, pour éviter de me trouver en grande difficulté et finalement d'en arriver à une situation où bah, ça flambe et où finalement je me retrouve dans une situation qui est très problématique et où je m'en sors plus finalement. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que certains d'entre vous, voilà, ça a répondu à des questions qui circulaient déjà dans le chat avant qu'on démarre la conférence. Je vais arrêter le partage de mon écran pour qu'on puisse se voir via la caméra et on va tout de suite commencer, si vous le permettez, l'échange des questions en commençant par les questions qui ont été collectées par Clara dans le chat. Et ensuite, on fera le tour des groupes qui sont en présentiel de manière à pouvoir adresser le plus possible de questions dans la demi-heure qui vient. On n'a pas ton micro. Et là, tu m'entends? C'est bien. Ok. Donc moi, je m'appelle Clara et j'ai collecté les questions du chat. D'ailleurs, si vous avez encore des questions, vous pouvez continuer d'envoyer parce que pendant la conférence, ça a été relativement calme. J'ai d'abord une question, c'est la différence entre l'épuisement parental et le burn-out parental. Alors, donc, comme vous l'avez vu sur un des slides, j'ai présenté un slide où il y avait une flèche qui commençait par l'épuisement parental et puis il y avait la distanciation émotionnelle, la perte de plaisir et le contraste. En fait, l'épuisement parental, enfin le burn-out parental, il n'arrive pas en un claquement de doigts, il n'arrive pas en une fois. Et les différents symptômes, ils arrivent dans un certain ordre. Et le premier symptôme qu'on va voir, c'est celui de l'épuisement. Et donc, l'épuisement, on pourrait dire, bah, c'est comme la porte d'entrée possible dans le burn-out. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont épuisés vont tomber en burn-out, mais ça veut dire que quand on se sent très épuisé dans sa parentalité, bah, il faut y prêter attention parce que si on laisse dégringoler les choses, il est très possible que derrière l'épuisement, on en arrive à se distancier émotionnellement de ses enfants et donc d'arriver dans cette parentalité un peu en pilotage automatique où on n'est plus capable de prendre du plaisir d'être avec les enfants, etc. Et où finalement on ne se reconnaît plus en tant que parent. Donc ça, je pense qu'il faut voir l'épuisement comme le signal d'alerte. Qu'on soit parent et qu'on se sente épuisé ou qu'on soit professionnel et qu'on rencontre des parents qui se disent épuisés, je pense que l'épuisement, c'est vraiment le premier signe et que donc ça va servir de signal d'alerte. Alors quelque chose qui est très important, c'est que
cet épuisement dans le burn-out, il est contextualisé. C'est-à-dire qu'en fait, les parents, ils ont encore des ressources, de l'énergie, par exemple pour aller au restaurant avec des amis ou pour aller travailler. Certains même disent, ben moi, je reste au travail le plus longtemps possible, comme ça je rentre le moins possible à la maison, parce que l'épuisement, il se manifeste dans le contexte de la parentalité, dans le contexte de la famille, et pas de manière générale comme on pourrait avoir dans la dépression, où quelqu'un qui est en dépression, bah, il n'a plus l'énergie de faire quoi que ce soit dans aucun domaine de sa vie. Ici, quand on est en burn-out, si c'est du burn-out professionnel, l'épuisement, il va être ressenti au niveau du travail. Si vous êtes en burn-out parental, l'épuisement, il est ressenti au niveau de la parentalité. Et donc voilà, je dirais que c'est la porte d'entrée et certainement le signal d'alerte. Ok. Du coup, il y a plusieurs personnes qui demandent si la conférence a été enregistrée. On dira la conclusion encore une fois, mais oui, elle est enregistrée et vous aurez accès au replay dans les 24 heures. Donc, pas de souci pour ceux qui ont eu un bug internet. Il y a quelqu'un qui demande comment refuser quelque chose à un adolescent sans avoir du stress tout en ayant un dialogue à ce sujet, mais sans que l'adolescent refuse. Alors, il y a malheureusement pas de recette miracle pour faire obéir un adolescent, ni même un jeune enfant. Donc, c'est un peu une question difficile à adresser comme ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que à toutes les périodes de la vie de l'enfant, chez les jeunes enfants, ce qui est stressant, c'est qu'ils dorment pas, qu'ils font des colères, qu'ils sont très exigeants parfois ou difficiles pour manger, ou ils ont du mal à l'école. Et puis à l'adolescence, c'est une autre forme de stress parce que ce sont des enfants qui vont évidemment vouloir s'autonomiser, avoir raison, être dans des grands moments de conflit avec les parents parce que c'est aussi un moment de détachement pour eux par rapport aux parents et à la famille. Donc toutes les périodes de la vie de l'enfant sont potentiellement porteuses de stress. Et comme je l'ai dit, en fait, on ne peut pas être parent sans éprouver du stress. S'opposer à un enfant, quel que soit son âge, nécessairement, ça amène du stress. Personne n'aime être en conflit avec ses enfants, les recadrer. Voilà, c'est essentiel. Alors je pense que derrière la question, je pense que je comprends comment faire ça tout en restant bien dans le lien avec l'adolescent et tout en gardant un certain plaisir à sa parentalité. Euh, je pense qu'on peut se trouver dans des situations où remettre du cadre à un adolescent ou même un enfant plus jeune, ça peut générer énormément de stress. Et malheureusement, oui, ceux qui vous diront qu'il y a une façon miracle de le faire sans qu'il y ait de stress et sans que la relation souffre un peu, ce seront des charlatans parce que moi j'ai envie de dire des recettes miracles, il n'y en a pas. Et je pense que les meilleurs experts des enfants, ce sont les parents eux-mêmes parce que vous les connaissez bien, c'est vous qui savez comment s'adresser à tel enfant. Si vous en avez plusieurs, par exemple, vous savez bien qu'il n'y a pas de recette magique, que ce qui va fonctionner avec un enfant va pas forcément fonctionner avec un autre. Et donc, des recettes magiques, il n'y en a pas. Voilà, je pense que chaque parent est expert de ses enfants et que on ne trouve pas toujours la solution et que bien sûr, on peut demander de l'aide à un professionnel, par exemple. Mais il ne faut pas penser qu'il y a une recette magique et certainement, ne connaissant pas la situation, je me garderais bien de vous en donner une. Et parfois, on pense qu'on va trouver des recettes et tout ça, mais c'est pas malheureusement aussi simple que ça. Et donc, clairement, être parent, ça, c'est une source de stress et l'adolescence n'est sans doute pas la période la plus simple à gérer. Euh, j'ai encore relevé deux questions qui sont assez intéressantes. Donc la première, c'est comment gérer l'épuisement avec un adolescent, mais j'imagine avec un autre enfant aussi, sans faire payer les autres, sans Hmm. faire en pâtir la relation avec les autres, et sans que l'énervement qu'on ressent pour un enfant, par exemple, devienne excessif pour les autres. Alors, la question, elle m'intéresse à deux niveaux. D'abord parce que je voudrais préciser que le burn-out parental, c'est une souffrance dans le rôle parental. C'est pas lié à un enfant en particulier. Donc, on peut ressentir beaucoup de stress par rapport à la relation avec un enfant, mais ça, c'est pas du burn-out parental. On peut se sentir épuisé parce qu'à un moment donné, un des enfants est plus difficile, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on est en burn-out parental. Le burn-out parental, c'est souvent des parents qui vont dire, mais en fait, c'est pas un enfant particulier. C'est moi, en tant que parent, j'en ai ras-le-bol, ça ne va pas, je me sens pas bien. Et donc, c'est un peu tous les enfants qui sont concernés par ce ras-le-bol. Maintenant, j'entends bien dans la question, donc il faut bien faire la différence entre rencontrer des problèmes à un moment donné avec un de ses enfants et avoir besoin de trouver des solutions avec cet enfant-là, versus le burn-out parental qui est une vraie souffrance où moi je vois des gens à la consultation me dire mes enfants sont super, ils vont bien, mais moi je vais pas bien en tant que parent. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir avec un enfant en particulier.
Par contre, quand on a des difficultés avec un enfant, alors moi j'ai beaucoup travaillé sur les enfants avec des troubles du comportement, et là typiquement ce sont des parents qui, au sein de la fratrie, ben, ont un enfant qui dysfonctionne et les autres qui fonctionnent bien. Et votre question, elle est pertinente parce que, évidemment, un piège, c'est que l'enfant qui ne fonctionne pas bien devienne le bouc émissaire. Par exemple, par comparaison avec les autres, et les autres sont tellement mieux. Enfin, celui-là est tellement difficile que par comparaison, déjà les autres, ils essayent de ne pas faire de vagues parce que c'est compliqué à la maison, donc ils sont déjà plus sages que d'habitude. Mais par comparaison, ils apparaissent comme étant juste des enfants parfaits. Et du coup, l'enfant qui a des troubles du comportement, enfin qui n'est pas facile, il va ressentir en fait ce qu'on appelle du traitement différencié. Il va être traité de manière très différente des autres ou regardé d'une manière très différente des autres. Et ça, bah, on sait bien que d'une part, ça entretient les problèmes de comportement parce que finalement, il va tenir son rôle. Et son rôle dans la famille, c'est d'être l'élément perturbateur. Mais on sait bien aussi que ça va impacter les autres enfants. Et donc, parfois, on a l'impression qu'on a des difficultés avec un seul enfant, mais c'est tout le système familial, au fait, qui est en train de souffrir. Et mon conseil serait certainement de pouvoir, le cas échéant, si vous vous en sortez pas, vous faire aider euh, par quelqu'un qui a une vision un peu systémique du problème. Parce qu'on peut évidemment prendre en charge l'enfant qui ne va pas bien, mais moi, je pense que dans des situations comme ça, c'est souvent tout un système familial qui est en grande souffrance et les parents, mais aussi, comme vous le dites, la fratrie qui subit la mauvaise ambiance à la maison, le stress ambiant, etc. Donc ça, je pense que voilà, se faire aider avec une approche systémique qui prend l'entièreté de la famille en compte, ça me paraît assez important. Est-ce que tu saurais changer, je suis en gros plan, et est-ce que tu saurais te mettre toi? Il y en a qui demandent que ce soit toi qui sois en gros plan. Alors, attends. Voilà, je vais changer, hop, ici. En fait, il te veut tout le temps en gros plan. Voilà. Voilà, Ok, c'est nickel. changé. Euh, donc, donc, je vais pas savoir poser toutes les questions. Il y a d'autres questions intéressantes, mais je vais pas savoir tout poser au niveau timing. Mais si on relève beaucoup de questions intéressantes, on pourrait faire comme l'autre fois. Tu vois, tu avais fait un jour une conférence sur toutes des questions qui avaient été posées dans un groupe Facebook. Donc voilà, s'il reste des questions importantes, voilà. Une question importante, c'est que dans les groupes de parents, il y a beaucoup des parents qui demandent vers qui se tourner. J'imagine référencement des professionnels, mais je ne sais pas si tu as d'autres, vers quel professionnel se tourner. Et alors, lié à ça, Oui. une dame qui demande dans le chat, quand est-ce qu'il faut consulter, à quel moment ça déborde et on doit consulter, quoi. Voilà. Oui. Alors, bah, les deux questions sont liées, donc je vais peut-être commencer par la seconde. En fait, donc l'épuisement, c'est la porte d'entrée. Donc je dirais dès le moment où vous ressentez un épuisement physique et émotionnel qui est pas juste passager, ça veut dire quand je dis que c'est pas juste passager, c'est que ça arrive à tout le monde hein, le soir de se dire moi je suis content, mes enfants sont couchés, je souffle. Ça arrive à tout le monde, mais le lendemain vous êtes reposé, voilà. Mais dès le moment où ça va vous arriver plusieurs fois sur la semaine et où vous avez l'impression que le matin vous n'avez pas récupéré et ça vous permet pas d'aller de nouveau de l'avant et d'être de nouveau plein d'énergie, ça veut dire que vous atteignez un stade d'épuisement qui est quand même inquiétant. Enfin, inquiétant, en tout cas, il faut y prêter attention. Euh, alors, qu'est-ce qui va faire à un moment donné que on va se tourner vers un professionnel ou chercher de l'aide? Bon, il y a deux choses. D'abord, quand on est vraiment dans une optique de prévention, je vous ai parlé de la petite balance, si ça vous parle et qu'on a encore des ressources, qu'on se sent encore un peu d'énergie, on peut s'aider soi-même. Donc parfois, on peut ne pas tout de suite aller voir un professionnel et par exemple recourir à un programme comme Parents sur le fil qui en fait est fondé sur cette histoire de balance où on va vous aider à prendre conscience de ce qu'il y a dans votre balance et puis à chercher comment faire pour remettre de l'équilibre dans votre balance à vous. Et donc c'est quelque chose qui est à la fois un programme pour tout le monde, mais qui en même temps est très personnalisé parce que vous allez pouvoir adapter la démarche à vos besoins. Et donc parfois, on peut s'aider soi-même avec des outils comme celui-là, voilà, qui sont à disposition. Mais parfois, on sent qu'on ne va pas y arriver tout seul parce qu'on a besoin que quelqu'un nous guide. Et là, je pense qu'alors se tourner vers un professionnel,
c'est mieux de le faire avant que les choses dégringolent trop loin. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que nous, ce qu'on voit aux consultations, à cause de la honte et de la culpabilité que ça génère, c'est qu'en général, quand les gens arrivent chez nous, ils sont déjà dans un état très grave, avec parfois des idées suicidaires, négligence, violence à l'égard des enfants. Et en fait, on aurait aimé pouvoir les accompagner plus tôt. Et donc, moi, je pense que euh, il faut sortir du tabou du burn-out parental et s'autoriser à consulter avant d'en arriver là. Et du coup, peut-être déjà quand on est à un stade d'épuisement avancé, sans que tout le reste se mette en route, consulter un professionnel. Alors, ce que nous on fait, c'est qu'on référence les professionnels qui sont formés au burn-out parental, et il y en a beaucoup, beaucoup en France. Alors, les professionnels qui sont référencés, vous pouvez les trouver sur le site www.burnoutparental.com. Il y a un onglet parents, s'en sortir, vous descendez un peu sur la page et vous aurez accès en fait à un annuaire de parents, de professionnels pardon, qui se représentent sur une map mondiale. Et en indiquant où vous habitez, en fait, vous verrez qui sont les professionnels qui sont formés autour de chez vous. On fait vraiment beaucoup d'efforts pour former des professionnels à cette problématique spécifique, parce qu'on aimerait qu'aucun parent épuisé ne doive faire plus que 30 minutes de route avant de trouver quelqu'un susceptible de l'aider et d'avoir cette écoute bienveillante. Donc voilà, je pense qu'individuellement, c'est vraiment l'idée de se dire, je ne peux pas me laisser crouler trop loin. Donc soit je mets rapidement en place des solutions pour m'aider moi-même, et si je sens que ça ne suffit pas, eh bien en fait, je me tourne vers un professionnel qui est formé au burn-out parental, parce que le risque, c'est que voilà, les professionnels qui n'ont pas entendu parler du burn-out parental ont parfois des idées fausses, comme le fait de se dire, bon, ça, c'est juste de la dépression ou c'est un ras-le-bol passager, et qui vont pas forcément avoir les bons réflexes, quoi. Ok, bah du coup je propose qu'on passe au présentateur. Je sais pas si Maël, Julien, vous avez des questions et bah alors à ce moment-là je vous laisse les poser vous-même. Si vous réussissez à activer le micro, moi je coupe ma caméra, mon micro et vous pouvez poser les questions de vos groupes. Séverine et Mélanie aussi, mais chacun à son tour. Je propose d'abord Julien. Je te vois donc. Bah, tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Alors nous, effectivement, les questions qui sont remontées, c'était surtout vers qui se tourner. Et ben moi, je voulais vous faire retour un peu d'une expérience qu'on a faite sur notre territoire. En fait, on est allé à la rencontre des parents à différents endroits du territoire de la communauté de communes avec des professionnels du réseau d'appui et d'écoute. Et en fait, on a fait des porteurs de parole avec cette question, être parent sans s'épuiser, est-ce possible? Donc, on a eu beaucoup de retours de parents sur ces temps-là, sur ces temps d'échange. Et en fait, ce qui nous est beaucoup remonté, c'est en fait la nécessité d'un relais au sein du couple ou de la famille pour avoir des espaces de répit. Il y a eu beaucoup de choses dans ce sens-là. L'importance de mettre en place une organisation pour libérer la charge mentale également. Donc, tout ce qu'on retrouve dans votre présentation. Hein. Le cadre aussi apporté aux enfants permet de faciliter la gestion du quotidien. Et il faut accueillir les émotions de chacun pour trouver un équilibre, faciliter la communication. Et l'importance de revoir les priorités. Et en fait, il se questionnait beaucoup sur le curseur entre fatigue et épuisement. Donc voilà tout ce qu'on a pu récolter, nous, à ce niveau-là. La présentation a été bien claire parce qu'on n'a pas eu de retour ou de questionnement particulier sur votre présentation. Ok, je me permets juste de rebondir sur un élément. Bon, c'est intéressant parce qu'en même temps, ce qui est remonté spontanément, ben, on voit bien que c'est des éléments qui font partie de cette balance. Hein, et donc, je voulais rebondir sur l'histoire du cadre parce qu'on a parlé de la parentalité positive et en réalité, on retient souvent de la parentalité positive que les aspects chaleur, support, bienveillance et compagnie. Mais si on en revient initialement aux travaux scientifiques sur la parentalité positive, en fait, il y a deux dimensions qui sont cette dimension de chaleur et d'émotions positives, mais aussi la dimension de la structure et du cadre. Et je pense qu'aujourd'hui, on oublie qu'il y a cette autre dimension-là. Et beaucoup d'enfants, en fait, n'ont plus suffisamment de cadre et de structure. Et c'est aussi une source d'épuisement d'avoir des enfants qui n'ont pas suffisamment de points de repère. Alors, il y a une série d'enfants qui sont capables de s'autoréguler tout seuls, hein, mais on a aussi des enfants qui ont vraiment besoin d'avoir un cadre.
Et donc des enfants qui sont comme des petites balles magiques à qui il faut mettre une boîte dans laquelle ils peuvent rebondir, mais pas laisser rebondir dans tous les sens. Et je pense que dans beaucoup de familles que je rencontre, il y a cette volonté d'être le parent positif et chaleureux, On mais n'entend en pas. oubliant la Mais nécessité ici, de j'ai mettre du Sylvie cadre, de qui la me dit que le structure, avec des micro parents qui est... s'imaginent que mettre du cadre et de la structure, c'est presque de la violence ordinaire, quoi, hein. Et donc, je pense que voilà, ça c'est vraiment un élément important. L'autre chose que vous avez souligné à l'égard de la charge Oui, mentale, alors on a. Vous moi nous j'ai employé un entendez? autre mot, j'ai dit qu'il Oui. fallait mettre des routines en place, parce que les routines, elles ont cette fonction, en fait, qu'une fois que quelque chose est routinier, en fait, vous n'y pensez plus. Vous savez même plus, des fois, si vous avez fait ou Est-ce que pas vous fait, nous parce que entendez c'est là? entré dans comportement automatique, et qui dit comportement automatique dit Alors on comportement a. moins coûteux. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important dans les familles d'aujourd'hui, qui en plus doivent concilier avec le travail, etc. C'est le besoin d'organisation, de structure, mais qui n'est pas Allô? évident dans Oui, toutes les est-ce que vous familles, quoi. Et donc, m'entendez? vous avez vraiment... mais le son chez vous, il est catastrophique, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais pour tenir la petite balance parentale en équilibre, qui est vraiment le secret, en fait, hein. Vas-y. Oui, est-ce que vous nous entendez? Ah non, c'est parfait. Ok, Là, c'est bon. Alors, Désolé. donc, on a deux questions, en fait. D'abord, merci pour la conférence qui est super intéressante et on était très attentifs à ce qui se disait. Une première question, c'est sur l'impact de l'épuisement parental sur le couple. Et est-ce que vous avez des choses à nous dire par rapport à ça? Comment préserver le couple dans cette situation où l'épuisement parental va forcément amener des difficultés entre les parents? Et puis la deuxième question, c'est autour des formations des sages-femmes qui aujourd'hui accompagnent l'arrivée de la naissance des enfants. Et la question était, est-ce qu'on prépare aujourd'hui ces professionnels de santé à ces questions d'épuisement parental? Ok, alors je commence par la question du couple. Elle est très intéressante, cette question. Donc, parce que vous avez compris pendant la conférence qu'il y a des conséquences nécessairement sur le couple. Et en fait, je pense je pense qu'une erreur qu'on commet, c'est de penser que d'attendre du conjoint qu'il soit la première source de soutien par rapport au parent qui est en burn-out et épuisé. Et je pense qu'au début, où on a travaillé avec ces familles, on a aussi vu le conjoint comme une ressource importante. Maintenant, j'ai une vision un petit peu différente des choses, parce que ce qu'il faut s'imaginer, c'est que le conjoint, il a connu en fait l'autre parent comme étant un parent très investi, qui en général recherchait toujours le meilleur pour ses enfants, qui en faisait beaucoup. Et puis ce parent s'effondre. Alors le conjoint ne comprend pas toujours que ce qui se passe, c'est du burn-out parental, il n'arrive pas à mettre un mot, mais ce qui est sûr, c'est qu'il perçoit ce contraste et qu'il ne reconnaît plus en fait le parent qu'il a devant lui. Et surtout, tout ce que ce parent faisait avant, qui maintenant va devoir le faire, c'est le conjoint qui ramasse du coup sur ses épaules toute une série de charges, de responsabilités, mais aussi d'encadrement affectif des enfants, puisque l'autre est distancié émotionnellement. Et donc le conjoint, il se retrouve dans une situation où il ne comprend pas forcément ce qui se passe, il n'arrive pas à mettre les mots sur ce qui se passe, et en même temps, sa charge à lui, ses responsabilités à lui et ses préoccupations, elles vont augmenter. Et donc, si on s'attend à ce que le conjoint soit la première source de support, eh bien, il se passe ce qu'on voit dans les consultations, c'est qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, le conjoint vient aussi à la consultation parce que lui aussi, il s'effondre. Et donc ça, c'est évidemment ce qu'on veut éviter. Et donc, je pense que... alors, c'est ce qu'on aurait dû faire s'il n'y avait pas eu la pandémie et le confinement, mais on avait vu quand on traitait les parents en individuel ou en groupe, que pour certains, en fait, le changement n'était pas aussi bien qu'on aurait voulu. Et une des hypothèses, c'était que finalement, quand le parent il vient au groupe thérapeutique et puis il rentre dans sa famille, en fait, il doit faire changer tout le système. Et c'est pas si simple de faire changer le système familial quand on est déjà soi-même épuisé. Et donc, on s'était dit, mais au fond, on ne doit pas seulement traiter le parent qui est en burn-out, c'est tout le système familial qui est en souffrance, et en particulier, à commencer par le conjoint et évidemment les enfants. Et donc, on avait cette idée de mener des groupes thérapeutiques multifamiliaux, où ce ne sont plus les parents en burn-out qui viennent en groupe, mais des couples avec des parents en burn-out, qu'ils soient en burn-out tous les deux ou qu'il y en ait un des deux qui soit en burn-out. Et l'idée était vraiment d'appliquer une prise en charge qui soit plus systémique. Parce que on parle du burn-out parental, mais en réalité, c'est tout un système familial qui est en souffrance. Et donc, dans la préoccupation qu'on doit avoir, c'est une préoccupation à l'égard du parent, mais aussi du conjoint et par-delà des enfants, évidemment, qui sont dans cette situation-là. Et donc, le conjoint, oui, les répercussions sont très importantes.
Et je pense qu'on doit pouvoir avoir beaucoup de bienveillance, d'écoute, et d'inviter le conjoint aussi à participer à la prise en charge. Et donc, dans cette optique-là, ben, le programme en ligne Parents sur le fil, par exemple, peut parfaitement être suivi en couple, même si le conjoint n'est pas en burn-out parental, parce que l'idée, c'est vraiment de faire de la prévention. Et donc, on n'a pas besoin d'être dans des niveaux de burn-out très élevés pour trouver dans ce programme des clés qui vont aider à tenir la balance en équilibre, et non seulement en équilibre, mais qui penchent franchement du côté de l'épanouissement. Et du côté des professionnels, bah oui, il faut qu'ils soient sensibilisés à la nécessité de ne pas seulement traiter le parent en burn-out, mais tout le système familial. Et pour la seconde question, sur la formation des sages-femmes, alors ça, c'est un vrai challenge parce que dans la formation qu'on propose aux professionnels, on a essentiellement des psychologues, des psychothérapeutes, des coachs en parentalité, quelques psychiatres, des médecins généralistes, et finalement assez peu de sages-femmes, alors que c'est clairement une profession qui devrait être initiée, en tout cas à cette problématique-là, parce que je pense qu'à travers toute une série de très bonnes intentions qui sont centrées sur les besoins des nourrissons, des enfants, des bébés, on contribue des fois à mettre la pression aux parents. Alors j'ai donné l'exemple de l'allaitement, mais pour moi c'est un exemple qui est très parlant parce que tous ces professionnels qui mettent l'accent sur l'allaitement, ils sont pleins de bienveillance à l'égard des bébés. Hein. Je vous ai dit, c'est le label Ami des bébés. Et ils le font faire, mais sans forcément se rendre compte de la pression et de la culpabilité que ça met sur les parents. Et donc les éveiller à ça, c'est vraiment important. Donc cette formation, elle est ouverte aux sages-femmes. Elles peuvent évidemment la suivre. Et on essaye de donner, d'intéresser ces professionnels-là, et notamment ici au mois de mai, grâce à la firme Nestlé, je vais pouvoir aussi voilà, intervenir auprès de 450 sages-femmes qui vont du coup voilà, recevoir un peu d'initiation au sujet. Mais voilà, donc je donne cours aussi une fois par an dans une école de sages-femmes. Voilà, je pense qu'on essaye que ce message passe aussi au-delà des psychologues, auprès des sages-femmes. Et il y en a quelques-unes dans le répertoire international qui sont répertoriées pour avoir suivi la formation. Et donc, je suis parfaitement d'accord que c'est aussi un groupe cible qui doit être informé sur le sujet. Voilà. Mais du coup, je propose que soit Maëlle, soit Séverine et Mélanie posent leurs questions. Ok, Bon, sur Amboise. Bonjour. Sur Amboise, une personne avait une question qui a été déjà relayée. Voilà. Donc, pas d'autres questions. Bon, bah, c'est que j'ai été super claire alors. Ouais. Et du coup, Ok, sur Maëlle, tu as des questions? on n'a pas forcément de questions parce qu'il y a eu des réponses. Enfin, c'était parfait. Deux mots qui ressortent, c'est super et déculpabilisant. C'est exactement l'effet recherché. On a la chance d'avoir avec nous une intervenante qui est psychologue, Valérie Verdier, qui en fait propose d'approfondir tous ces échanges vendredi soir lors d'un atelier avec les parents. Excellent, merci Valérie. Je ne te connais pas, mais merci pour le relais. Voilà, c'est tout pour nous. Ok, super. Merci. Ben, je ne sais pas si Sylvie ou si Marie-Hélène clôture la conférence avec les infos comme le replay, etc. Bonsoir. Bien, du coup, c'est moi qui vais conclure, Clara. Donc, on vous remercie pour cette soirée qui a été très enrichissante et on avait choisi aussi le mot déculpabilisant, donc comme il a été évoqué dernièrement. C'était l'idée. De notre côté, nous espérons que chacun a pu trouver des pistes de réponse à ces questionnements pour éviter ou pour sortir d'une situation difficile. On souhaitait vous rappeler que cette soirée, elle s'inscrit dans le cadre de la quinzaine parentalité 2022, durant laquelle sont proposées des conférences, des temps d'échange, d'ateliers de parents, avec justement comme fil conducteur le répit parental et la prévention du burn-out parental. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les actions à venir sur le site Parents Touraine, où tout est référencé et cartographié.
Voilà, on remercie tous les professionnels, les associations qui sont investies depuis plusieurs semaines pour proposer un programme d'action. On remercie évidemment Isabelle et puis Clara pour Isabelle pour l'intervention et Clara pour tout le soutien logistique. Cette conférence, elle sera en ligne prochainement sur la chaîne YouTube des Mardis de la parentalité, dit Mardi Spaghetti. Et tous les inscrits à cette conférence recevront un mail en fait avec le lien directement du replay de la conférence. Voilà, donc on vous remercie tous. Je vous annonce que la prochaine conférence sera le 5 avril. Elle aura pour sujet puberté, sexualité et consentement et sera animée par justement Valérie Verdier, qui est psychologue, et puis par Christine Mériot, qui est infirmière et sexologue. Voilà, merci encore, merci à tous, merci à tous les groupes aussi d'avoir joué le jeu, les professionnels d'avoir invité les parents, d'être intervenus. Être parent sans s'épuiser, est-ce possible? Bah maintenant, il y a des pistes de réponse en tout cas. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.